Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Malika Salam, juriste, Karine Henriot, journaliste, et de notre éditorialiste Grâce Rukindi Kiza. Et tout de suite, dans l'actualité économique, le café produit localement fait fureur au Nigeria, un phénomène nouveau puisque jusque-là, la plupart des cafés vendus dans le pays étaient instantanés et importés. Mis à part l'Éthiopie qui consomme la moitié du café qu'elle produit, peu de marchés d'Afrique subsaharienne apprécient cette boisson. Siamo Victoria Sedi. Du café torréfié et moulu made in Nigeria, c'est la nouvelle découverte de la compagnie Kaldi Africa. Cette société de transformation de boissons basée à Lagos, la capitale du Nigeria, travaille actuellement à la commercialisation de café transformé localement à partir de mélanges de fèves provenant du Nigeria, de l'Ouganda et du Kenya. Les fèves sont broyées et mélangées pour obtenir différents arômes. La génération 1960 a été habituée à la consommation du café et c'est à l'époque où l'exportation du café nigérien a connu un pic. Après, la consommation et la production ont baissé drastiquement. Le café est la deuxième boisson la plus consommée après l'eau. C'est la deuxième marchandise la plus vendue après le pétrole. Nous nous préparons ces prochains mois au lancement de la culture du café au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. La société créée en mars 2015 se concentre sur la promotion du café, du thé et du cacao qui couvrent largement la gamme de boissons consommées dans le pays. Mais elle travaille à commercialiser ces nouveaux mélanges de café fraîchement moulu pour produire aussi de la boisson. Cette nouvelle culture autour du café intéresse de plus en plus la ville. Ces produits plébiscités font de Kaldi Africa l'une des start-up de café au Nigeria qui assure la concurrence avec de grandes marques qui commercialisent plus de 80% des ventes de café du pays. Ce sont des produits de qualité faits avec passion et professionnalisme et cela rend la chose intéressante. Le fait que nous ayons une telle chose au Nigeria, c'est vraiment formidable. C'est une belle avancée. 1 kilogramme de café de Kaldi se vend pour environ $8 américains. La société travaille également en étroite collaboration avec les agriculteurs pour acheter leurs produits et les aider à promouvoir leur café. Notons que près de 10% du café mondial provient toujours du continent africain. Le Nigeria a produit seulement 2100 tonnes de café en 2013 par rapport à la production en Éthiopie, le plus grand producteur d'Afrique de la fève qui était de 450 000 tonnes au cours de la période 2013-2014. Malika Salam, qu'est-ce que cette évolution des habitudes de consommation dites des Africains qui sont désormais plus disposés à mettre la main à la poche pour des produits locaux ? Complètement. Ça inspire énormément de fierté parce que du coup, ça veut dire que l'importation, qui dit résonne avec colonisation, avec plein d'autres choses, et le fait de rentrer dans des choses un peu plus domestiques comme ça participe. Ça va bien plus loin qu'un simple produit local qu'on achète. C'est vraiment une manière de redorer le blason national, et c'est très important. Il faut vraiment que ça se généralise, ce type parce que le café, en plus par essence, c'était ce produit-là qu'on cultivait et qui partait vraiment tout de suite à l'international avec très peu de dividendes qui étaient rétrocédés. Donc vraiment, voilà, ça montre aussi un certain militantisme d'une classe moyenne. Et voilà, c'est très intéressant, très stimulant. Karine Henriot, la production locale en Afrique, elle a encore du mal à s'imposer quand même. Alors moi, je ne dirais pas qu'elle ait du mal, parce que justement, comme elle était destinée à chaque fois aux exportations, il n'était pas question effectivement pour les locaux de consommer ce type de boisson, mais on voit un changement dans les habitudes de consommation et une certaine fierté. Là, c'est le Nigeria, mais dans les pays à côté, on consomme du café, enfin on consomme les fèves, et puis il y a plein de cafés qui sont mélangés avec ceux qui viennent d'Amérique latine, qui sont vendus ici, par exemple en France, et qui sont vendus très très cher, parce qu'on nous explique que c'est des fèves qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent du Cameroun, qui viennent du Nigeria. Donc, c'est bien que nous aussi, on s'approprie ces choses-là, parce que je pense que nos terres, justement, doivent justement produire des fèves qui sont excellentes. Et je terminerai en disant qu'un pays qui est un exemple dans ce sens-là, c'est l'Afrique du Sud, qui a produit du vin, et qui a réussi à s'imposer chez les cavistes, partout, même en France. Et donc, c'est un exemple à suivre, effectivement, pour le Nigeria. Il était temps.
Gratien, les habitudes de consommation des Africains changent, on le voit. Les chaînes de café locales sont en train de se développer face aux grandes chaînes internationales. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs que justement le café soit de plus en plus consommé localement? Oui, c'est une bonne nouvelle, c'est un retour à la source. Disons que ce qu'elle a bien dit, elle a expliqué, dans plusieurs pays, moi je sais bien que par exemple le Burundi, le Rwanda, il était presque interdit de consommer du café parce que le café c'est le produit d'exportation, c'est le produit, si on n'exporte pas le café, on n'a pas de devise. Donc on n'aimerait pas qu'il soit consommé localement, même si ça crée de l'emploi avec la transformation. C'est aussi une décision d'un pouvoir en se disant je ne vais pas diversifier, je reste sur ce produit et de ce fait, le produit n'est pas transformé. Mais là, ce qui est en train de se faire, c'est vraiment un retour à la source. C'est aussi, comme elle a dit, un militantisme. Les Africains, on a le café qui part de l'Afrique, qui arrive ici, qui est transformé, emballé, qui coûte 3 fois, voire 10 fois plus cher, qui porte un autre nom, pas le nom des Africains, comme si vraiment le café était produit en France. En réalité, c'était le café de l'Afrique. Ça serait une très bonne chose. Il y a des pays qui commencent maintenant à exporter le café bien emballé. J'ai vu tout récemment des cafés de la Tanzanie, du Rwanda, parmi les cafés vraiment de luxe, très prisés. Donc c'est une très bonne chose qu'on arrive à nous imposer avec les produits déjà transformés, emballés, tout fait. Merci. Dans l'actualité également, Djibouti table sur un taux de croissance de 7% en 2017 contre un taux de 6,5% en 2016. Une progression permise par l'augmentation des investissements directs étrangers. Pour atteindre cet objectif, les autorités misent sur des projets de modernisation des infrastructures portuaires, routières, ferroviaires et des télécommunications. Biram Massorera. À Djibouti, l'économie devrait enregistrer une croissance de 7% en 2017 contre un taux de 6,5% en 2016. Et cela grâce à l'augmentation des investissements directs étrangers. Les secteurs ciblés sont les infrastructures portuaires, les télécommunications et les aéroports. Le port de Djibouti est l'un des maillots essentiels des performances économiques du pays. Le terminal à conteneurs de Doralais est également fonctionnel depuis 2009 pour désengorger les activités au sein du port. Le gouvernement a commencé à travers les infrastructures. Maintenant, c'est comment effectivement faire en sorte que, à travers la baisse de l'ensemble des coûts, rendre possible le démarrage du secteur industriel, donc au niveau effectivement des unités de production légère. Et ensuite, c'est effectivement de renforcer leur secteur primaire à travers l'agroélevage et la pêche. Parce que le plus important, c'est que nous arrivions à réduire les coûts de production. Et ensuite, c'est effectivement d'attirer des investissements et donc c'est d'assainir le climat des affaires. Pour renforcer la plateforme logistique de Djibouti, plusieurs travaux de construction sont en cours de réalisation. Il s'agit entre autres d'un terminal pétrolier et la construction d'infrastructures routières avec un seul objectif, orienter le pays vers l'émergence économique. L'économie djiboutienne est également axée sur les services, notamment les transports et les services connexes, en raison de la position géostratégique du pays. Auparavant, Djibouti avait un avantage comparatif, c'était sa position. Maintenant, comment le transformer en avantage compétitif? Donc, rendre le coût des productions le moins cher possible à travers le coût des énergies, les coûts des télécommunications qui font que la production locale devient très chère. Non seulement on gardera toujours notre positionnement stratégique comme levier, mais il faudra ajouter un autre levier qui est essentiel, le climat des affaires. C'est comment faire en sorte, effectivement, de donner une sécurité, une garantie, donc une sécurité juridique ou judiciaire aux investissements. Pour les autorités djiboutiennes, 82% du produit intérieur brut provient du secteur des services. Au carrefour des corridors maritimes importants pour l'acheminement des biens et des pétroles, Djibouti est situé dans la corne de l'Afrique à la rencontre du golfe d'Aden et de la mer Rouge, tout près du détroit de Bab al-Mandab, une voie par laquelle transite 40% du trafic maritime mondial. Gratien, Djibouti est en train de profiter, de bénéficier de sa position stratégique? Oui, mais ce sont des bénéfices qui sont précaires. Ils vont avoir une croissance de 7% en 2017, mais cette croissance ne va pas durer parce que d'abord, le pays est très endetté. Il faudra à un certain moment commencer à rembourser les dettes. Ils sont environ à 83% du PIB et ils ont un déficit budgétaire déjà. La croissance est tirée par les infrastructures, notamment le chemin de fer, le port, il faut réaménager le port, la canalisation d'eau entre l'Éthiopie et Djibouti. Cela veut dire que quand on va terminer ces infrastructures, la croissance va tomber. Et surtout,
la mauvaise face de ce qui est en train de se passer, c'est que ce sont surtout des expatriés qui viennent travailler parce que le pouvoir djiboutien ne forme pas assez les Djiboutiens pour occuper ces postes, pour entrer dans la technicité, ce qui fait que on peut avoir une croissance, on peut se moderniser. Du moment où on ne le fait pas avec les nationaux, cela pose un problème. Aussi, il faut le dire que Djibouti profite beaucoup du fait que c'est la base militaire de presque toutes les puissances. On s'imagine ce que sera Djibouti si jamais il y avait une guerre entre ces puissances. Même la Chine est en train de construire une base militaire. La Chine, oui, justement, s'il y a un problème, Djibouti sera rayé de la carte. Mais alors justement, la performance de 7% en 2017, elle n'est pas prévue par les organismes internationaux. Est-ce que le pays est en train de surévaluer ses performances? Bon, oui, parce qu'il y a d'autres qui tablent sur 6%. Ils étaient environ 6-5%. Mais si toujours on table sur un chiffre optimiste, c'est pour donner de l'espoir à la population. Il faut savoir que Djibouti aussi se trouve dans des problèmes politiques avec l'opposition, des élections un peu truquées. Donc il faut redonner confiance au peuple, aux citoyens. Et aussi, il faut aussi qu'ils rassurent les investisseurs, surtout ceux qui ont aussi les bases militaires, pour qu'ils se disent on peut rester, le pays se développe, le pays se calme. Donc, il y a aussi une longue durée parce que ces installations militaires paient le loyer. Mais il y a quand même une relative stabilité politique à Djibouti. Alors cela ne rassure pas les investisseurs? Il y a vraiment... Non, la stabilité, il n'y a pas de stabilité politique à Djibouti. On sait bien que c'est le président qui est au pouvoir depuis une trentaine d'années. Et puis les opposants sont emprisonnés, d'autres qui sont exilés. Non. Mais souvent, certains investisseurs préfèrent un régime dur, mais qui maîtrise la situation, plus qu'une démocratie, mais qui laisse un peu de désordre dans le pays. Éventuellement, c'est ce qu'ils préfèrent, mais ce ne sont pas des investisseurs pour construire, pour avoir des usines de l'industrie, mais ce sont des gens qui viennent profiter finalement de l'argent des Djiboutiens. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le gouvernement mauritanien va réaliser un nouveau port militaire et commercial dans la commune de Diago pour une enveloppe de 352 millions de dollars. Le port sera réalisé par la société chinoise Polytechnologie dans un délai qui n'a pas été encore précisé. Le nouveau port va permettre le désenclavement de la zone et favoriser la possibilité d'ouvrir une ligne pour le transport fluvial sur le fleuve Sénégal. Le futur port abritera également des bâtiments militaires. Gratien, le port de Ndiago, il va revêtir un caractère stratégique puisqu'il est à la fois militaire et commercial. Oui, port stratégique. Moi, ce qui me gêne, c'est le côté militaire. On aime bien construire en Afrique des ports, des aéroports pour les militaires. Quels militaires? Ce ne sont pas les militaires mauritaniens, ce sont des militaires des autres pays, surtout des grandes puissances. On verra passer, par exemple, des bateaux qui viennent se ravitailler, qui viennent de la Russie, des États-Unis, d'autres pays, de la France et d'autres. Cela veut dire qu'il faut qu'on commence à parler de pollution, qu'on commence à parler aussi de... C'est bien quand les ports sont fréquentés par des militaires, ce qui se passe avec la prostitution, la drogue, tout ce qui s'en sort. On peut avoir de l'argent, mais en réalité, essayons de construire des ports pour la marchandise, pour autre chose. Mais quant aux militaires qui se débrouillent entre eux, qui se débrouillent comment faire, nous, on a des armées. On ne va jamais accoster en France ou aux États-Unis. Alors, les autorités mauritaniennes estiment que le transport fluvial est plus sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Plus sûr, je ne suis pas du tout d'accord. C'est bien ce qui se passe souvent. Il y a, disons qu'on peut dire qu'on contrôle. Il y a certains qui estiment même que le transport aérien est plus sûr que le transport maritime. Donc, on n'est pas vraiment sûr de l'affirmation. Tout dépend aussi de l'utilisation. Est-ce qu'ils ont des bateaux qui sont au point? Est-ce que la gendarmerie chargée de contrôler la navigation maritime est vraiment au point, peut imposer certaines règles? Cela veut dire que souvent, on maîtrise moins le fleuve, même plus que la route. Merci. C'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine consacrée au régime de retraite. La semaine prochaine sera consacrée au défi de l'électrification sur le continent. Malika Salam, merci d'avoir été avec nous. Merci Fanny. Bonsoir à tous. Karine Henriot, merci également. Merci Fanny. Et Gratien, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.